Monsieur le maire, après la venue et les déclarations très volontaristes du ministre de l'Intérieur à l'annonce de l'opération Wambushu 2 qui deviendra Mayotte Place Nette, on a senti la ministre des Outre-mer beaucoup plus évasive au cours de sa troisième visite ce mois-ci. Faites-vous encore confiance au gouvernement pour éradiquer l'insécurité à Mayotte? Chacun a son job, comme dirait l'autre. Le ministre de l'Intérieur, c'est le garant de la sécurité de la nation. C'est normal. Ici, tous les élus, l'ensemble de la population de Mayotte demandait quoi? Qu'il y ait la sécurité, que nous puissions vivre normalement, comme partout dans le territoire national, que quelqu'un puisse se lever chez soi, aller travailler et revenir en toute sécurité, en toute quiétude. Donc c'était normal que le ministre de l'Intérieur, garant de notre sécurité, puisse lui, à son niveau, apporter cet élément. Maintenant, la ministre déléguée aux Outre-mer, qui n'a peut-être pas cette fibre de sécurité, prennent les gants utiles et nécessaires. En tout état de cause, nous considérons, comme je le dis, que ce qui est important ici, c'est que la méthode soit posée, que nous puissions, que l'État, de manière globale, ait pu entendre ce cri d'alarme qui était celui des Mahoraises et des Mahorais pour dire il nous faut de la sécurité sur le territoire. Quand nous déposons nos enfants dans les collèges, dans les lycées, dans les transports, ben, il faut que nous soyons sûrs et rassurés qu'ils pourront aller à l'école et revenir dans leurs foyers respectifs en toute sécurité. C'était ça la demande, c'est ce qui a fait que aujourd'hui les gens ont accepté, en tout cas les forces vives ont accepté à la fois de libérer les routes, de nous permettre, nous, les maires et conseils départementaux, de pouvoir rentrer dans nos locaux et pouvoir assurer la continuité de services publics. Il ne faudrait pas que cette confiance qui a été faite soit déçue, parce que là, ça inviterait les gens à revenir sur les routes, ce qui naturellement aura des conséquences lourdes sur le plan social et sur le plan économique. Avant de vous interroger sur la gravité de la crise qui secoue Mayotte, un mot sur les entreprises qui ont souffert du mouvement de blocage de l'île par nos compatriotes en réponse à l'insécurité et l'invasion migratoire. Quelle doit être la réponse de l'État? Doit-il venir au secours des plus touchés? Vous savez, après les 40 jours de blocage, parce que la ville de Mamoudzou, il faut savoir que c'est la première zone économique du territoire de Mayotte. Nous sommes très inquiets quand les entreprises sont en difficulté. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les crises que nous connaissons, si nous rajoutons des crises à la crise sociale, qui est déjà très lourde, 30% de nos administrés à Mamoudzou ici sont au chômage. C'est compliqué. Et le fait que des entreprises, mais des gens, en tout cas mais des salariés ou des ouvriers, soient en chômage technique, soient quasiment rupture de contrat parce qu'ils ne peuvent pas travailler normalement, forcément ça a des impacts forts. Et raison pour laquelle nous continuons à les soutenir, les entreprises, parce que nous pensons que c'est utile et nécessaire que le gouvernement réponde à ces attentes fortes de la population qui nous évitera demain des retours sur les barrages. La concertation ouverte par Beauvau autour du projet ministériel a déjà mis en évidence des points de désaccord défendus par des élus locaux. Êtes-vous de ceux qui n'ont pas pu faire entendre toutes leurs doléances? Nous concernant, bon, un certain point où ils pensent que ça ne pourrait pas nécessairement être acté, nous avions demandé par exemple, compte tenu de la bidonvillisation de notre territoire, qui est un moratoire. Vous savez ici, c'est 1000 titres de séjour qui sont donnés à Mayotte, 1000 titres de séjour qui sont donnés tous les mois, ce qui fait quelque chose comme 15 à 16 000 tous les ans, qui sont délivrés par la préfecture. Ce que nous disons, ce que nous avons demandé, en tout cas pour le compte de la ville, c'est que pour nous éviter que notre territoire, en tout cas Mamoudzou, continue à avoir des bidonvilles pullulés partout, il faut que nous puissions avoir un regard sur quels sont les dossiers qui sont déposés pour que les gens justifient leur adresse. Parce que quelqu'un qui vient, qui dit, moi j'habite à Mamoudzou, ici, Mamoudzou Centre, ici où on est, il faut que la ville, en tout cas la commune, puisse dire à la préfecture qu'effectivement,
cette personne habite bien à l'endroit indiqué, mais pas sur un bidonville où il viendrait ici récupérer une facture en disant j'habite à telle adresse alors que la personne a un bidonville là-bas. C'est aussi un moyen pour nous de contrôler cette bidonvillisation de la ville. Donc nous avons souhaité qu'il d'abord y ait un moratoire sur une période assez courte, 5 ans, de, de, sur la livraison des nouveaux titres. Voilà, par exemple, sur un sujet comme ça où ils ont pensé que ce serait peut-être pas faisable, c'est un point où nous pensons que ça nous serait très utile de faire un état des lieux sur l'ensemble des titres qui seraient renouvelés pour que nous puissions effectivement dire à la préfecture et donc à l'État que cette personne-là habite dans un bidonville et ce n'est pas acceptable. Donc il faut qu'on enlève ou la personne aille là où il a pris la facture. Je ne comprends pas pourquoi moi je donnerais ma facture pour dire qu'une personne habite chez moi et demain je ne puisse pas accepter de reprendre la personne, de le loger chez moi parce que c'est moi qui donne la facture en attestant qu'elle habite bien chez moi. Voilà un certain nombre de sujets comme ça où nous n'avons pas nécessairement un accord, un point de vue, mais en tout état de cause, nous avons dit ce que nous avions à dire. Maintenant, on verra ce qui en sortira après les arbitrages. La maison brûle. Le calendrier de la ministre qui s'est donné 11 semaines pour faire place nette vous convient-il? Compte tenu du contexte difficile, on doit accélérer un certain nombre de choses. Maintenant, accélérer un certain nombre de choses, ça ne veut pas dire imposer n'importe quoi. Donc, si on accélère par rapport aux propositions faites ici, localement, sur le territoire, oui. Mais pas pour dire, il faut qu'on accélère, mais finalement, il faut que vous adoptiez ou vous donniez un avis sur ce que le gouvernement voudra. C'est ce qui a fait que la première mouture qui a été faite par l'ancien ministre des Outre-mer a été unanimement rejetée par les conseils départementaux. Il ne faudrait pas qu'il y ait vice repetita de cette situation. Mais sur l'aspect où on doit aller vite, oui, c'est important parce que le contexte du territoire exige qu'on ait des réponses rapides. Comme partout, l'insécurité gangrène le territoire du chef-lieu. Des bandes de plus en plus violentes descendent des collines armées de machettes pour racketter et traquer des habitants. Les coupeurs de route coupent désormais pour tuer. Comment les combattre? Ce sujet de violence est un vrai sujet pour la ville, raison pour laquelle nous avons décidé donc, d'augmenter toute la vidéoprotection de la ville, donc soixantaine de caméras. Quand nous sommes arrivés à la responsabilité, l'enjeu c'est arriver à avoir 200 caméras. Et les caméras y compris dans les écoles, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la proportion, le niveau de violence est tel que avant, c'était pas dans les écoles, c'était pas dans l'ensemble des écoles. Maintenant, la violence va carrément au sein des écoles. Nous avons dû débourser plus de 1,2 million d'euros pour la sécurisation de l'ensemble de nos 37 groupes scolaires sur la commune de Mamoudzou. Donc l'État, en 2022, nous a accordé 1 million d'euros pour nous permettre de continuer ce chantier de vidéoprotection. Donc c'est un élément important. Donc cette année 2024, nous allons redéposer notre dossier pour que l'ensemble du territoire de Mamoudzou puisse être émaillé de vidéoprotection. Nous pensons que ce sont des mesures importantes de dissuasion et de prévention. Deuxième élément, quand nous sommes arrivés ici en 2020, il y avait 37 policiers municipaux. Aujourd'hui, on est à 70 parce que nous pensons que c'est utile qu'il y ait des moyens humains qui soient visibles pour que nos concitoyens puissent être rassurés, raison pour laquelle, en plus de la police municipale qui est ici en centre-ville, nous avons mis aussi en place 2 autres annexes à Passamaïtid vers le sud de Mamoudzou et au nord très prochainement d'ici la fin de l'année. Il y aura aussi une annexe de la police municipale pour plus de proximité, notamment dans les interventions, parce que nous pensons que c'est utile et nécessaire. On ne le sait pas, mais la situation est bien plus dangereuse ici que dans la plupart des villes des autres départements français. Comment avez-vous organisé la couverture du territoire contre la délinquance et ces coupeurs de route qui s'en prennent désormais aux forces de l'ordre? Nous avons une convention de coordination. Nous travaillons en bonne intelligence avec la police nationale. Le territoire est très vaste, presque 100 000 habitants, 8 à 9 villages. Nous devons être partout. Raison pour laquelle nous essayons de travailler, notamment par exemple, je vous donne un exemple très précis,
dans la matinée, parce qu'il faut aussi sécuriser les élèves et les professeurs qui vont dans les établissements scolaires, ben, la police nationale assure toute la zone nord de Mahmoudou Centre ici jusqu'à Kawini, les entrées et sorties des élèves, et nous assurons toute la partie sud. Donc, on se répartit aussi les missions dans ce sens. Donc, quand les lundis, par exemple, euh, la police municipale ne travaille pas la nuit, nous faisons le déport, donc, les caméras, directement à la police nationale. Donc, de là-bas, ils arrivent à gérer directement l'ensemble des caméras de vidéoprotection qui sont notre propriété, mais avec le déport qui a été fait dans le cadre de notre convention de coordination, ça leur permet, eux, d'avoir tout de suite la main sur un certain nombre de sujets. Voilà un certain nombre de sujets où nous travaillons en bonne intelligence. Aujourd'hui, nous sommes dans un territoire où, des fois, la violence est telle qu'il faut que la police nationale et la police nationale travaillent ensemble. Nous avons accompagné une patrouille de la police municipale dans les quartiers chauds de la ville et l'on a pu échanger avec une unité de la police nationale en maraude dans leurs voitures cabossées, comme les vôtres, par les caillassages. Ils sont unanimes à constater que la situation devient très inquiétante. Un commentaire ? Très inquiétante. Vous avez même vu que ça s'est exporté à La Réunion. Je le dis ici, les Mahorais, le peuple mahorais, c'est un peuple extrêmement pacifique. La violence, nous ne connaissons pas ça. Nous ne savons pas ce que c'est la violence. Et quand nous avons, nous, nos problèmes avec nos voisins, on les règle devant ce qu'on appelle les caddies ici. Mais depuis l'immigration incontrôlée qu'il y a sur le territoire, depuis ces 10 000 en moyenne naissances par an au centre hospitalier qu'il y a sur Mamoudzou ici, centre hospitalier de Mayotte, c'est devenu incontrôlable. Une immigration incontrôlée, en moyenne, on nous dit quasiment 8 barques qui arrivent sur le territoire de Mayotte par jour, en moyenne une trentaine de personnes par barque. En moyenne toujours, c'est, allez, on va dire, 2, voire des fois 3 barques seulement interceptées. Les 5 autres, ils arrivent. Donc, immigration incontrôlée, des naissances où des femmes viennent accoucher juste pour avoir la nationalité, mais pas s'occuper de leurs enfants. Donc, on a affaire à beaucoup de naissances, pas d'éducation, pas d'instruction, des jeunes qui arrivent ici à masse, on ne peut pas tous les scolariser parce qu'on n'a pas suffisamment de salles de classe. Vous savez, il y a des rotations ici qui font que la même salle de classe est occupée dans la même journée par deux classes différentes. Tout ça, mis bout à bout, font que ces jeunes, pour beaucoup désœuvrés, pour survivre la plupart du temps, ils tombent dans ces violences. Un autre élément, on est sur un territoire qui est revendiqué par le gouvernement comorien. Donc, c'est aussi une instrumentalisation du gouvernement comorien qui invite notamment leur population à dire allez à Mayotte parce que là-bas c'est chez vous. Donc, prenez les barques, et ça, c'est souvent les dirigeants comoriens qui font ça, sachant pertinemment que le bras de mer entre Anjouan et Mayotte, souvent, il y a beaucoup de morts. Mais ils incitent quand même la population à aller dans ce sens. Donc, comme on a un territoire qui est revendiqué par un pays tiers, un pays étranger, en l'occurrence Comores, cela fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont envoyés ici et qui commettent les violences. Voilà, donc c'est des phénomènes où nous ne connaissions pas ça. Moi, j'ai fait quasiment toute ma vie, après 42 ans, ici sur le territoire de Mayotte. Je suis parti une fois en métropole, mais tout au long de mon enfance, mon adolescence, nous, on avait peur du gendarme, on avait peur du policier. Aujourd'hui, cette génération de personnes qui ne sont pas ici, qui ne sont pas natifs du territoire et qui n'ont pas cette culture de vivre ensemble, ben, eux, c'est l'inverse. Quand ils voient la police, ils vont les attaquer. Donc voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation.
Depuis la départementalisation en 2011, Mayotte devrait profiter pleinement de la continuité territoriale et de l'indivisibilité de la République. Or, des disparités subsistent avec la métropole, qui plus est, un droit coutumier musulman, incarné notamment par les cadis, ces juges civils de l'Oumma, cohabite avec le droit commun. Le 101e département français pose un vrai problème aux constitutionnalistes. Enfin, ça pose problème. On nous a souvent dit qu'aussi en Alsace-Lorraine, on a aussi des cas similaires. Donc, je pense que on- les adaptations utiles et nécessaires ont été faites. Beaucoup des Mahorais ont dû faire des sacrifices parce que c'était souvent ce qui nous était opposé. Pour avoir la départementalisation, je rappelle que c'est 50 ans de combat, il fallait renoncer à un certain nombre de droits locaux, ce qui a fait que beaucoup de compétences, ne serait-ce que par exemple pour les caddies, ils n'ont plus ces compétences, ils ont perdu leurs compétences. On a dû renoncer à beaucoup de choses pour nous permettre d'arriver à cette départementalisation. Maintenant, il y a toujours des enregistrements qui sont en droit local. L'État, je pense, sur cet aspect-là, a reconnu cet aspect, on va dire, spécifique au territoire de Mayotte, mais ça ne doit pas empêcher la République d'exercer pleinement sa responsabilité sur le territoire de Mayotte. Parce que l'éducation, il ne s'agit pas de savoir si on est de droit commun ou de droit local pour bénéficier d'une éducation de qualité. La sécurité, la question ne se pose pas en termes de droit local ou de droit commun. En réalité, tout ce que demande le territoire de Mayotte, le développement en termes d'infrastructures, tout ça, il faut que l'État prenne ses responsabilités sur ce territoire, aide Mayotte à se développer. La question n'est pas de savoir si on doit se développer dans le droit local ou le droit commun. Je pense que c'est un sujet qui a été traité depuis 2011 en érigeant le territoire en département français d'outre-mer, ça unième département. Après, en 2014, en 9e région ultra-périphérique d'Europe, la question aujourd'hui ne se pose plus dans ce sens. Ça doit être à la marge de certain nombre de sujets, mais globalement aujourd'hui, c'est le droit commun qui prévaut. Et c'est dans ce sens que nous demandons justement à ce que le droit commun, tout le droit commun s'applique pleinement ici, notamment en termes de droit, pas seulement en termes de devoir, parce qu'il faut savoir, quand vous êtes un retraité mahorais, quelles que soient les années où vous avez travaillé, vous finissez avec, pour beaucoup, moins de 100 euros de retraite. Ça, c'est le plus acceptable, raison pour laquelle nous avons demandé à la ministre de tenir compte de ces évolutions utiles et rapides pour que les futurs retraités ne subissent pas les mêmes sorts que ceux qui sont en cours. En métropole, la question religieuse secoue, comme vous le savez, la société civile, face notamment aux menaces islamistes. Or, Mayotte, département à plus de 90% de confession musulmane, s'enorgueillit d'un islam modéré, parfaitement compatible avec les principes d'une démocratie parlementaire laïque. Ce modèle de société est-il en danger face à l'entrisme des branches sunnites les plus radicales ? Nous avons notre culture. Nous avons ce qu'on appelle le salouva, communément c'est des lambas où les femmes les portent. Euh, Généralement ici c'est les vendredis. Donc ça rentre dans notre culture depuis toujours. Donc ça c'est un élément qui est important et je pense que la République a bien connu, en tout cas bien pris en compte sur le territoire. Mayotte, les dernières statistiques disent 90% musulmans. Et naturellement, l'État a compris que s'il y a un endroit où il peut venir prendre une référence en termes de pratiques religieuses, c'est bien ici sur le territoire de Mayotte. Un islam modéré, extrêmement tolérant. Ici, quand nous avons des manifestations culturelles ou cultuelles, vous verrez le monseigneur qui est à l'église à côté du grand cadi, parce que nous pensons que c'est utile que l'ensemble des religions qui subsistent sur le territoire de Mayotte, où chacun exerce sa foi pratique, sa foi en toute tolérance, mais je pense que l'islam de Mayotte, la religion de Mayotte, est l'exemple parfait de ce que la République doit s'inspirer. Donc ici, ce n'est pas un sujet, en tout cas pour ce qui est de Mayotte, la pratique religieuse n'est pas un sujet parce que chacun ici sait respecter l'autre et chacun le fait. Et donc, raison pour laquelle nous devons continuer à ce que les cadis et
toute leur place parce que ce sont eux, dans les 17 communes, dans les 19 cantons, le 13 plutôt cantons du territoire de Mayotte, ils exercent cette mission de veiller à ce que l'islam de Mayotte ne dérape pas. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que nous connaissons l'influence de certaines mouvances qui pourraient amener souvent, et on le voit ailleurs, où des jeunes hommes sont embrigadés, ils vont porter des bombes parce qu'ils auraient eu la mauvaise interprétation de la religion. Et ici, les cadis restent des remparts importants dans cette dynamique, raison pour laquelle aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de Mayotte, ce n'est pas un sujet. Au cœur de l'océan Indien, Mayotte fait figure, dit-on, de porte-avions à l'entrée du canal du Mozambique, face aux côtes africaines qui accueillent le trafic détourné de la mer Rouge et d'importants gisements gaziers offshore. Les ennemis de la France convoitent cette île stratégique. L'arme migratoire pourrait-elle provoquer une guerre civile à Mayotte ? C'est vrai que la géopolitique aujourd'hui est complexe. Et raison pour laquelle nous disons qu'il faut que la France fasse extrêmement attention à ses intérêts sur cette zone du canal de Mozambique à travers ces deux territoires français, donc la Réunion et Mayotte, et plus Mayotte qui est tout près du canal de Mozambique, où on doit veiller à sécuriser le territoire, à sécuriser nos frontières. C'est un élément extrêmement important si la France veut continuer à exercer sa dominance, si je peux m'exprimer ainsi, sur l'ensemble de cette zone. Et Mayotte, et c'est là où on dit que Mayotte est une chance pour la France, qui permet d'avoir un regard sur l'ensemble de ce canal qui est en tout cas en termes de développement, parce que toutes les études démontrent que demain, la croissance mondiale est dans cette zone, notamment aussi de manière globale, la zone ici en Afrique. Et la France a tout intérêt à veiller à ce que le territoire de Mayotte ne soit pas déstabilisé. Et si les Comores continuent à faire ce qu'ils font, déstabilisation du territoire à travers la démographie, demain, ça pourra être déstabilisation du territoire à travers des mercenaires, parce que c'est ce que les Russes savent faire, déstabiliser les territoires à travers des mercenaires. Et il faudrait qu'on soit extrêmement vigilant. Il faut que l'État soit extrêmement vigilant sur cet aspect, protéger le territoire de Mayotte, protéger nos frontières, pour nous éviter des déstabilisations éventuelles. Pour terminer, un coup de projecteur sur les Comores qui reçoivent de Paris plus de 150 millions d'euros par an. Diplomatie ambivalente et aventureuse du Quai d'Orsay pour endiguer l'invasion migratoire d'Anjouan. Quelle solution voyez-vous pour l'avenir, sachant que le président comorien Assali, ami encombrant de la France qui revendique la comorianité de Mayotte aux Nations Unies, est courtisé par la Chine, la Russie, l'Iran et le Qatar? La vigilance, c'est le premier élément. Nous l'avons vu, nous l'avons vécu à travers ce qui se passe un peu partout en Afrique, où nous voyons des milices qui vont intervenir dans certains pays en Afrique pour déstabiliser le territoire. C'est ce que nous disons. Il faudrait que la France fasse extrêmement attention. La première chose, c'est la France et les Comores sont des pays amis depuis toujours. Mais il ne faudrait pas que cette amitié ait des conséquences négatives sur le territoire français de Mayotte, raison pour laquelle il faut que le Quai d'Orsay, en tout cas la diplomatie française, puisse peser lourdement à ce que cette amitié français-comorienne puisse continuer, mais aussi que les Comores prennent et assument leurs responsabilités dans cet exercice de contenir, en tout cas, parce que pour rejoindre Mayotte, quasiment tout le monde passe par les Comores. Et que les Comores fassent le premier bloc en termes de protection pour qu'après le territoire aussi ne soit pas submergé par aujourd'hui beaucoup de migrants et qui demain, dedans, il peut y avoir plein de terroristes. Et ça, il faut qu'on fasse attention. Donc, ce qui est normal. Et donc, nous demandons, encore une fois, c'est ce que les Maoris ont toujours dit, il faut que nous rendions nos frontières imperméables. Malgré toute cette difficulté, nous avons eu l'occasion de dire, c'est un territoire magnifique qu'il faut protéger, qui s'aménage, un territoire qui bouge, et nous espérons que dans quelques années, ce sera un territoire totalement sécurisé. En tout cas, c'est dans ce sens que nous sommes pleinement engagés.